En plus de la diminution des capacités cognitives telles que la mémoire, le langage et l'orientation dans le temps et l'espace, les maladies neurodégénératives entraînent des modifications des émotions, du comportement, des habiletés sociales et de la personnalité. Ces modifications peuvent être difficiles à vivre pour le malade et pour vous à gérer en tant qu'aidant. Les modifications du comportement les plus fréquentes sont les troubles de l'humeur, tels que l'anxiété, la dépression ou au contraire l'euphorie, les troubles des conduites sociales, tels que la désinhibition ou le manque d'empathie, l'apathie, le manque d'initiative, de motivation, les comportements moteurs anormaux qui se manifestent sous forme de déambulation, de gestes répétitifs, stéréotypés ou d'agitation, les problèmes de perception et d'interprétation de la réalité comme les illusions, les hallucinations et les idées délirantes. Le type de trouble qui apparaît, l'intensité et la durée sont très variables d'une personne à l'autre. Parfois, ces troubles sont transitoires et peuvent disparaître sans traitement ni intervention spécifique. Ces comportements problématiques peuvent apparaître à n'importe quel stade de la maladie, aussi bien dans la maladie d'Alzheimer que dans les dégénérescences frontotemporales ou DFT. En ce qui concerne les DFT, les troubles du comportement sont au premier plan à un stade précoce, avant même que les troubles cognitifs ne soient identifiés. Chez ces malades, l'impulsivité, la désinhibition, des comportements répétitifs et stéréotypés ainsi qu'un émoussement des émotions sont très fréquents. La personne peut perdre la capacité de réguler ses actions et devenir incapable de prévoir les conséquences possibles de leurs actes. Ils peuvent également manifester des comportements inappropriés ou compulsifs. La gestion des symptômes comportementaux nécessite une approche personnalisée. Il est important de décider si et pourquoi un comportement est problématique, douloureux ou dangereux pour les malades, ses proches ou d'autres personnes, et si une intervention est nécessaire. Un traitement non pharmacologique devrait toujours être proposé en premier. Toutefois, si les troubles du comportement sont envahissants, provoquent des problèmes aigus ou exposent le malade ou d'autres personnes à un danger, un traitement médicamenteux peut être nécessaire. La décision de traiter les symptômes à l'aide de médicaments doit faire l'objet d'un examen approfondi, car il y a un risque d'effets secondaires. Les symptômes comportementaux peuvent parfois s'expliquer par une interaction entre des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques et des facteurs environnementaux. Parmi les facteurs biologiques, on notera par exemple l'étendue et la localisation de l'atrophie cérébrale, la survenue d'infections, la malnutrition ou la douleur. Pour les facteurs psychologiques, on prendra en compte les caractéristiques de la personnalité et l'attitude de la personne vis-à-vis de sa maladie, qui dépend notamment du niveau de conscience qu'elle a de ses propres troubles. Enfin, pour ce qui est des facteurs environnementaux, il semble que la surstimulation, ou au contraire la privation sensorielle, soient des éléments clés pour la survenue de troubles du comportement, ainsi que l'attitude et les réactions de l'entourage de la personne malade. Voici un exemple de ces différents facteurs. Mike a du mal à exprimer ses pensées et ses sentiments en raison des modifications de son cerveau. Il s'agit du facteur biologique. Il ne se sent pas en sécurité lorsqu'il parle aux autres, et donc il évite le contact social. Là, il s'agit d'un facteur psychologique. Lorsque Jill, son épouse, lui fait remarquer sa difficulté d'expression, un facteur environnemental rentre en jeu. En conséquence, Mike réagit avec une agressivité verbale et demande à Jill de cesser de parler. Il s'agit d'un symptôme comportemental. Dans cet exemple, une agressivité. Lorsque les changements de comportement se produisent chez vos proches, il est souvent utile de réfléchir aux éventuels facteurs en cause, car certains d'entre eux peuvent être évités ou modifiés. Dans l'exemple de Mike, Jill a ébranlé son estime de soi en parlant de ses incapacités et en corrigeant ses erreurs. Ainsi, il est devenu irritable, opposant et agressif. Ses réactions ont été diminuées lorsque Jill, avec l'aide d'un psychologue, a appris à soutenir Mike dans ses difficultés plutôt que de souligner ses erreurs. Le principe de gestion du comportement dans cet exemple est appelé l'approche ACC. Premièrement, identifier les modifications de comportement les plus gênantes. Deuxièmement, décrire ces modifications en détail. Troisièmement, préciser. Le A, les antécédents. Que se passe-t-il juste avant la modification du comportement? Le premier C, le comportement. Décrire en détail le comportement problématique. Le second C, les conséquences. Identifier comment réagit la personne malade, comment les autres réagissent et qu'est-ce qui améliore ou empire le comportement. L'approche ACC peut vous aider à comprendre et donc mieux gérer les modifications de comportement. Cette approche peut aussi révéler qu'un changement de comportement n'est pas toujours imprévisible ou sans sens.
La petite vidéo qui suit vous donne un exemple d'utilisation de l'approche ACC dans la vie quotidienne. Après cette vidéo, vous trouverez un module interactif sur les modifications de comportement. Sélectionnez le problème que vous souhaitez aborder et vous obtiendrez des informations sur la manière d'identifier ces modifications ainsi que des suggestions pour y faire face. Certaines modifications de comportement seront abordées plus tard dans le programme, comme les problèmes de sommeil et les problèmes liés à l'alimentation qui seront abordés dans le module 3, les problèmes liés aux relations sociales dans le chapitre 5.